Je suis allée chercher mes bijoux dans le coffre-fort, mais je n'y ai rien trouvé. Ma belle-fille m'a regardée et m'a dit « Belle maman, nous avons tout donné. Vous n'avez plus besoin de ça. » Je l'ai fixée calmement et j'ai répondu « Tu as raison. Je n'en ai plus besoin, mais toi, tu vas avoir besoin d'un avocat. » La couleur s'est effacée de son visage. Mes mains tremblaient pendant que je tournais la combinaison. 3 tours à droite, 2 à gauche. Encore un à droite, le même code que j'utilisais depuis 30 ans. Clic. Le son métallique a résonné dans le silence du dressing. La porte s'est ouverte, vide. Les boucles d'oreilles en émeraude de mon 20e anniversaire, le collier de perles de ma mère, les bracelets en or pour chaque naissance, la bague de diamants de ma première petite fille. 30 ans d'amour envolés. Mes genoux ont flanché. Je me suis agrippée au cadre, l'air s'échappant de mes poumons. Comment ? Personne ne connaissait la combinaison. Personne, sauf... Vous cherchez quelque chose, belle maman ? La voix de Valéria a retenti derrière moi, calme, presque moqueuse. Je me suis retournée lentement. Elle était là, appuyée contre l'encadrement de la porte, avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Mes bijoux ont disparu. Valéria a croisé les bras, inclinant la tête. « Ah oui, les bijoux !» Mon sang s'est glacé. « Tu sais où ils sont ?» Elle a soupiré. « Nous avons tout donné. Vous n'en aviez plus besoin. » « Nous avons donné. » Les mots résonnaient. « Comment ça, vous avez donné ?» J'ai murmuré. Ils étaient à moi. C'était tout ce qu'il me restait d'Ernesto. Valéria haussa les épaules. « Ce ne sont que des objets, belle maman. Vous dites toujours que le cœur est ce qui compte, non ? Et puis, à votre âge, à quoi bon des bijoux ? Vous ne sortez presque plus. » Ma vision s'est troublée. Les larmes brûlaient, mais je refusais de les laisser tomber. Je ne lui offrirais pas ce plaisir. J'ai respiré profondément, 1 fois, 2 fois, et avec un calme que je ne me connaissais pas, je l'ai regardé droit dans les yeux. « Tu as raison, Valéria, je n'ai plus besoin de ces bijoux. » Son sourire triomphant est revenu. Mais moi, j'ai avancé d'1 pas. « Toi, par contre, tu vas avoir besoin d'un avocat. » La couleur s'est envolée de son visage, comme si on lui arrachait un masque. Pour la première fois depuis des mois, je l'ai vu sans mots, et j'ai su que la guerre venait de commencer. Je n'étais pas la vieille femme confuse qu'elle croyait. J'avais été l'épouse d'un avocat pendant 40 ans. J'avais élevé 4 enfants, j'avais bâti un patrimoine à partir de rien. Et personne n'allait me voler les derniers morceaux de ma vie sans en payer le prix. Valéria a reculé. « Belle maman, je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Pas encore, mais tu le sauras bientôt. » Je suis sortie de la chambre, la laissant pâle et tremblante, car cet après-midi-là, j'ai passé l'appel le plus important de ma vie, un appel qui allait tout changer. Vous pensez que j'ai appelé la police ? Que j'ai confronté mon fils ? La vérité est bien plus surprenante. Pour comprendre comment j'en suis arrivée là, il faut revenir 3 ans en arrière, au pire jour de ma vie, celui où j'ai enterré Ernesto. C'était en mars, un mardi gris qui sentait la terre humide et les fleurs blanches. Je portais la robe noire qu'il disait toujours me rendre élégante. 42 ans ensemble, et une crise cardiaque me l'avait arrachée un matin ordinaire, alors que nous déjeunions et planifions notre prochain voyage à Oaxaca. Je n'avais même pas eu le temps de lui dire adieu. Les premiers mois furent un enfer silencieux. Cette maison, autrefois pleine de vie, s'était transformée en musée de souvenirs qui m'étouffaient. Sa tasse dans le placard, son fauteuil devant la télévision, son odeur sur les oreillers que je refusais de laver. Mes 4 enfants venaient me voir. Laura vivait à Monterrey, Carlos à Querétaro, Patricia à Guadalajara. Et Roberto, le plus jeune, vivait à Mexico. Mon fils cadet, mon préféré. Roberto avait toujours été le plus sensible. Il m'appelait tous les 2 jours, passait les dimanches avec moi, m'apportait mon pain sucré préféré. Et un jour, 6 mois après les funérailles, il est arrivé accompagné. « Maman, je te présente Valéria. » Elle était belle, de longs cheveux noirs, un sourire parfait, des yeux qui semblaient sincères. Elle tenait un bouquet de tournesol. « Madame Béatrice, c'est un honneur de vous rencontrer. Roberto m'a tant parlé de vous. Je suis vraiment désolée pour votre perte. Et moi, que Dieu me pardonne, j'ai ressenti de l'espoir. Quelle naïveté ! Les mois suivants, Valéria est devenue une visiteuse régulière. Elle m'aidait en cuisine, m'accompagnait au marché, me faisait sentir que je n'étais plus seule. Quand Roberto a annoncé leur mariage, j'ai pleuré de bonheur. La cérémonie était simple mais magnifique. J'ai payé une partie de la fête, et c'est là qu'est venue la proposition. « Belle maman », m'a dit Valéria un après-midi en buvant un café. « Vous vivez seule dans une si grande maison, alors que nous louons un petit appartement. Que diriez-vous si nous venions vivre avec vous ? Comme ça, nous vous tiendrions compagnie. » Mon cœur a bondi. De la compagnie.
ne plus être seule, me réveiller en entendant des voix à nouveau. « Ce serait temporaire ?» ajouta Roberto. « Juste le temps d'économiser pour notre propre maison. »« Qu'en dis-tu, maman ?» J'ai dit oui sans hésiter. Il y a 2 ans et demi, Roberto et Valeria ont emménagé ici. Au début, tout était parfait. Valeria cuisinait, nous regardions des films le vendredi, Roberto faisait griller la viande le dimanche comme son père. Je me sentais vivante à nouveau, mais les changements commencèrent doucement, comme un poison qui s'infiltre goutte après goutte. Tout d'abord, ce fut le salon. Ces meubles sont trop vieux, et si on les changeait? J'ai accepté. Après tout, ce n'était que des meubles. Puis ce fut la cuisine. Cette vaisselle était bréchée. Il faut tout remplacer. Ensuite vinrent les remarques sur mes vêtements, mes amis du club, mes choix. Non, belle maman, n'achetez pas ça, c'est inutile. Et moi, stupide, j'obéissais, par peur qu'ils partent et que le silence m'engloutisse à nouveau, car Valeria disait tout cela avec son éternel sourire. Le coup fatal arriva quand elle proposa de m'aider avec mes finances. Vous ne devriez pas vous soucier des factures ni des démarches. Laissez-moi faire. Il suffit de signer ici pour que je puisse gérer le compte. Et j'ai signé, sans savoir que je venais de lui remettre les clés de ma propre ruine. Peu à peu, cette maison cessa d'être la mienne. Les décisions se prenaient sans moi, mon avis ne comptait plus. Le vase qu'Ernesto m'avait offert de Tlacpac disparut. Les tableaux de ma sœur furent donnés, la chaise berçante de ma grand-mère offerte, parce qu'elle gênait. Et quand je protestais, Valeria me regardait avec pitié. « Vous devenez difficile. Ne vous accrochez pas tant au passé. » Roberto, lui, restait muet. Il travaillait toute la journée, rentrait épuisé, et quand j'essayais de lui parler, il disait « Maman, Valeria a raison, ne te préoccupe pas de ces choses. » Mes autres filles tentèrent de me prévenir. « Maman, cette femme te manipule, tu ne le vois pas ?» m'avait dit Laura. Je l'avais défendue. « Valeria ne fait que m'aider, ne sois pas injuste. » Laura avait secoué la tête. « Un jour, tu le regretteras, maman. » Et elle avait raison. Vivre avec Valeria, c'était marcher pieds nus sur du verre brisé chaque jour. Et le pire, c'est que personne ne voyait rien. Aux yeux du monde, elle était la belle-fille parfaite. Mais entre ces 4 murs, la vérité était tout autre. Les matins étaient devenus ma torture. J'ai toujours été matinale. Ma routine était sacrée. Me lever à 6 heures, préparer mon café à la cannelle, écouter les nouvelles. Mais Valeria décida que cela faisait trop de bruit. « Belle maman, vous pourriez déjeuner plus tard ou au moins faire moins de vacarme. J'ai besoin de dormir. » Du vacarme. Elle appela vacarme le rythme de ma vie. Alors je commençais à déjeuner dans le silence, presque sans respirer, comme une voleuse dans ma propre cuisine. L'arôme du café emplissait l'air froid du matin. Je buvais lentement, craignant que même le frottement de la tasse contre mes lèvres ne soit trop bruyant. Le contrôle sur l'argent s'intensifiait chaque semaine. Un jour, je voulus acheter un cadeau pour ma petite fille Sophia. C'était son 12e anniversaire, et chaque année, je lui offrais quelque chose de spécial. J'ouvris mon portefeuille, vide. Ma carte bancaire avait disparu aussi. « Valeria, as-tu vu ma carte ?» Elle leva les yeux de son téléphone, agacée. « C'est moi qui l'ai, belle maman. Rappelez-vous, c'est moi qui gère les dépenses. Pourquoi en avez-vous besoin ?» Je voulais acheter un cadeau pour Sophia. « On lui en a déjà acheté un, de la part de toute la famille. Pas besoin de gaspiller. » Mais je lui offre toujours quelque chose de personnel. À votre âge, vous n'avez plus à dépenser pour des caprices. Pourquoi gâter la petite ? Je restais là, minuscule, inutile. Ce jour-là, je ne pus rien offrir à ma petite fille. À sa fête, je suis arrivée les mains vides pour la première fois en 12 ans. Son regard quand elle demanda « Et le cadeau de mamie ?» me transperce encore le cœur. Mes amies du club de lecture furent les suivantes à disparaître. Tous les jeudis, nous nous retrouvions chez Lupita. Nous parlions de livres, de nos vies. C'était mon seul souffle de liberté. Mais Valeria commença à saboter chacune de mes sorties. « Vous sortez encore ? Regardez ce temps, vous allez attraper froid. Restez plutôt à la maison. Je dois m'absenter et je ne peux pas vous laisser seule. Ces femmes ne font que bavarder. » Au début, j'ai résisté. « Valeria, cela fait 68 ans que je m'occupe de moi. Ne soyez pas têtue, belle maman, je veux juste votre bien. » Puis le coup bas arriva. Un après-midi, Lupita m'appela, inquiète. « Béatrice, tu vas bien ?» Valeria m'a dit que tu ne pouvais plus sortir parce que ta santé se fragilise. Je suis restée glacée. « Quoi ? Je vais très bien. » Elle a dit que tu oubliais des choses, que tu te confondais et que le médecin t'interdisait de sortir seule. J'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. Valeria disait à mes amis que je perdais la tête. Quand je l'ai confrontée, elle a pris un air candide. « Oh, belle maman, c'est un malentendu. J'ai juste dit qu'il fallait faire attention à vous. »
Mais le mal était fait. Mes amis commencèrent à me parler avec pitié. J'ai cessé d'aller aux réunions. Et c'est alors que l'humiliation suprême est arrivée. Un samedi, j'ai voulu aller au salon de beauté, simplement pour me faire coiffer, me sentir vivante à nouveau. J'ai demandé de l'argent à Valéria. Elle a éclaté de rire. Un salon de beauté? Pourquoi faire, belle maman? Vous ne sortez plus nulle part. Ce serait du gaspillage. Je veux juste me sentir bien dans ma peau. À votre âge, ces choses-là n'ont plus d'importance. Et puis, il faut économiser. Elle m'a regardé de haut en bas avec dédain. Si vous voulez, je peux vous couper les cheveux ici, gratuitement. Cette humiliation, je ne l'oublierai jamais. Ernesto me disait toujours que j'étais la femme la plus élégante qu'il connaissait. Il m'offrait des parfums, m'emmenait dîner, me faisait sentir belle, même à 60 ans. Et maintenant, ma belle-fille m'affirmait que cela ne servait plus à rien. Le pire, c'était que Roberto ne disait rien. Mon fils était devenu un fantôme. Il rentrait tard du travail, dînait en silence, puis se réfugiait dans sa chambre. Quand j'essayais de lui parler seule, Valéria surgissait. « De quoi parlez-vous ? Un secret ?» Et Roberto baissait les yeux. Une nuit, je l'ai trouvé seul dans le jardin. Je me suis assise près de lui, le cœur battant. « Roberto, mon fils, il faut qu'on parle. » Il ne m'a pas regardé. « De quoi, maman ?» De Valéria. « De la manière dont les choses se passent ici. J'ai l'impression que cette maison n'est plus la mienne. » Roberto s'est raidi. « Maman, s'il te plaît, ne recommence pas. Valéria ne veut que t'aider. » « M'aider ? Elle me prend mon argent, m'interdit de voir mes amis. »« Ou ça suffit, maman. Tu exagères. Valéria se donne tant de mal pour toi. Tu sais tout ce qu'elle sacrifie en vivant ici ? Je suis restée sans voix. Mon propre fils la défendait. »« Roberto. »« Non, maman. Le problème, c'est toi. Tu refuses le changement. Tu fais culpabiliser Valéria. » Il s'est levé et est parti, me laissant seule dans le jardin, en larmes. Mais avant de s'en aller, j'ai vu quelque chose briller dans ses yeux, un éclat de doute, de remords. Il s'est éteint si vite que j'ai cru l'avoir rêvé. Cette nuit-là, j'ai compris l'horrible vérité. Je n'avais plus d'alliés. J'étais complètement seule. Valéria avait gagné. Elle avait retourné mon fils contre moi, éloigné mes amis, pris le contrôle de mon argent, de mes décisions, de ma vie. Et moi, je l'avais laissé faire, par peur, par solitude, par refus d'admettre que la femme que j'avais tant aimée n'était qu'un serpent déguisé. Mais je ne savais pas encore jusqu'où elle serait capable d'aller. Le pire n'était encore que le début. Après avoir découvert le coffre-fort vide et vu le visage de Valéria se décolorer face à ma menace, je fis quelque chose qu'elle n'attendait pas. Je restai silencieuse. Pas de cris, pas de larmes, juste de l'action. Je fermai la porte de ma chambre, m'assis sur le bord du lit et pris 3 grandes respirations. 1, 2, 3, avant de sortir mon téléphone avec des mains tremblantes. Je cherchais un nom que je n'avais pas composé depuis les funérailles d'Ernesto. Don Patricio Mendoza, le meilleur ami de mon mari, son associé pendant 30 ans dans le cabinet d'avocats, le parrain de Roberto, un homme qui connaissait chaque document, chaque propriété, chaque centime qu'Ernesto et moi avions accumulé ensemble. Le téléphone sonna 2 fois. « Béatrice, c'est toi ?» Sa voix chaleureuse me fit presque fondre en larmes. « Patricio, j'ai besoin de ton aide. »« Ça va ? Que s'est-il passé ?»« On m'a volé. Ma propre famille me dépouille. »« Ne dis rien par téléphone. Peux-tu venir à mon bureau demain à 10h ? » « Oui, Patricio. Ernesto m'avait fait promettre que si un jour j'avais besoin d'aide, tu serais là. Demain, nous arrangerons ça. » Je raccrochai et pour la première fois depuis des mois, je ressentis une émotion oubliée, l'espoir. Le lendemain matin, j'annonçai à Valéria que j'avais rendez-vous chez le médecin. Elle ne leva même pas les yeux de son téléphone. « Veux-tu que je t'accompagne ? » ?»« Non, je prendrai un taxi. »« Très bien, ne rentre pas trop tard. » Comme si j'avais besoin de sa permission pour sortir de ma propre maison. Le bureau de Don Patricio était dans le même bâtiment de toujours, dans le quartier Roma. Je montai au 4e étage, le cœur battant à tout rompre. Il m'accueillit avec une étreinte qui me fit sentir en sécurité pour la première fois depuis des années. « Assieds-toi, Béatrice, raconte-moi tout. » Et je lui racontais. Les bijoux disparus, le contrôle sur mon argent, la manière dont Valéria gérait mon compte bancaire, les humiliations quotidiennes, le changement de comportement de Roberto. Don Patricio écouta en silence, prenant des notes, le front de plus en plus plissé. Quand j'eus fini, il ôta ses lunettes. « Béatrice, c'est un abus financier. Selon le Code pénal fédéral, article 390, c'est une fraude patrimoniale et peut constituer de la violence économique familiale selon la loi générale d'accès des femmes à une vie libre de violence. Et puis-je faire quelque chose ?
Nous pouvons faire beaucoup, mais j'ai besoin que tu m'autorises à enquêter. Je te fais confiance, Patricio. Donne-moi une semaine. Cette semaine fut la plus longue de ma vie. Les jours s'étiraient à l'infini. Le tic-tac de l'horloge du salon martelait mon crâne. Chaque fois que Valéria entrait dans une pièce, je retenais mon souffle. À la maison, je faisais semblant que rien ne s'était passé. Je souriais lorsqu'elle me donnait des ordres, hochais la tête à ses conseils sur ce que je devais manger, regarder ou faire. Je devins la petite vieille, soumise qu'elle voulait, mais à l'intérieur, je bouillais de colère. Quelques jours plus tard, Don Patricio appela « Viens demain, j'ai des informations ». Cette fois, je me présentais et trouvais une épaisse liasse de documents sur son bureau. « Assieds-toi, Béatrice. Ça ne sera pas facile. » Il ouvrit le dossier et sortit plusieurs documents. Tout d'abord, les bijoux. J'avais engagé un enquêteur, ils n'avaient pas été donnés. Mon cœur fit un bond. Où sont-ils? Dans un prêteur sur gage du quartier Doctores, au nom de Valeria Ramirez. Combien? 300,000 pesos. 350,000 pesos. Les émeraudes d'Ernesto, les perles de ma mère. 40 ans de souvenirs transformés en argent liquide. Il y a plus. Il posa devant moi des relevés bancaires. Je passais en revue les mouvements de ton compte depuis que tu as donné l'accès à Valeria. Ses doigts montrèrent des chiffres surlignés en jaune, retraits constants, transferts, achats excessifs. « Combien ?» demandai-je, terrifié par la réponse. Don Patricio me regarda droit dans les yeux. 890 000 pesos au total, presque 1 million. Le monde s'arrêta. 1 million de pesos. L'argent qu'Ernesto et moi avions économisé avec tant de sacrifices. L'argent de ma pension, de la vente du terrain à Cuernavaca, volé. Patricio, puis-je le récupérer? Oui, mais il faut procéder correctement. Si tu la confrontes maintenant, elle peut détruire des preuves, transférer ce qui reste, manipuler Roberto pour qu'il dise que tu lui as donné la permission. Que dois-je faire alors? Nous continuons à rassembler des preuves. Puis il sortit d'autres papiers. Voyons ta situation légale. Les 2 semaines les plus longues de ma vie commencèrent le lendemain de mon anniversaire. Je me réveillais avec les yeux gonflés, mais avec une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des années. En bas, j'entendis Valeria ranger les restes de sa fête, bouteilles vides, assiettes sales. Je descendis et la trouvai en train de nettoyer avec une expression de contrariété. « Bonjour, belle-mère. Quel désordre mes amis ont laissé, n'est-ce pas ?» Je la regardai en silence. « Tu as aimé ta fête. » Elle ne saisit même pas le sarcasme. « Oh oui, c'était incroyable. Dommage que vous soyez allé vous coucher si tôt. » Je souris, un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. « Oui, dommage. » À l'intérieur, je bouillais. Ce même après-midi, pendant que Valeria partait faire du shopping avec l'argent qu'elle ignorait désormais que je ne lui laisserais plus contrôler, j'étais au bureau de Don Patricio. « Bien, Béatrice, voici ce que nous avons pour le moment. » Il me montra les photos prises par l'enquêteur, mes bijoux chez le prêteur sur gage, les relevés bancaires avec les retraits surlignés, les transferts suspects. Tout cela constitue des preuves solides. Mais pour un dossier juridique solide, nous avons besoin de témoins, des personnes qui ont vu les abus. Qui? Mes autres enfants? Mes amis? Quiconque a constaté le changement dans ta vie depuis l'arrivée de Valeria. Je pensais à Laura, qui m'avait mise en garde depuis le début. Ma fille, Laura, elle habite à Monterrey et a toujours su que quelque chose clochait. Parfait. Peux-tu lui demander de venir? Oui, mais je ne veux pas que Valeria se doute de quelque chose. Don Patricio sourit. Alors inventons un prétexte, une excuse familiale. Ce soir-là, j'appelais Laura. Maman, ça va? Tu n'appelles presque jamais à cette heure. Ma fille, j'ai besoin que tu viennes me rendre visite. Il s'est passé quelque chose? Oui, mais je ne peux pas te l'expliquer par téléphone. Fais-moi confiance. Peux-tu venir ce week-end? Il y eut une pause. Maman, tu m'inquiètes. Laura, je te raconterai tout en personne, mais c'est urgent. Ah, je viens. Elle arriva vendredi. J'appelais aussi mes 2 autres enfants. Carlos viendrait de Querétaro, Patricia de Guadalajara. À Valeria, je dis que c'était une réunion familiale informelle, que mes enfants me manquaient et que je voulais les voir ensemble. Elle fronça les sourcils. Pourquoi veut-elle que tout le monde vienne? Il s'est passé quelque chose? Gigi, je veux juste voir ma famille. Pour la première fois, je vis une lueur de nervosité dans ses yeux. Elle serrait son téléphone plus fort. Vendredi soir, Laura arriva la première. En ouvrant la porte, son visage se décomposa. « Ah, maman, tu as l'air très maigre, tu manges bien ?» Elle me serra fort et je faillis m'effondrer sur place, mais je me retins. Valeria regardait depuis l'escalier. « Je vais bien, ma fille.
Tu m'as manqué. Cette nuit-là, quand tout le monde dormit, Laura vint dans ma chambre. Maintenant, maman, dis-moi ce qui se passe. Je lui racontai tout, chaque humiliation, chaque vol, chaque mensonge. Je vis son visage passer de la surprise à la colère. Maman, pourquoi ne m'as-tu pas dit avant? J'avais peur. Peur d'être seule. Peur qu'on pense que j'exagérais. Laura me prit les mains. Tu n'es jamais seule, maman. Jamais. Et je te jure que cette femme paiera pour ce qu'elle t'a fait. Elle paie déjà, mais j'ai besoin de ton aide. Je lui expliquai le plan que Don Patricio et moi avions préparé. Es-tu sûre de toi, maman? Je n'ai jamais été aussi sûre de rien. Laura hocha la tête. Alors, compte sur moi. Samedi, Carlos et Patricia arrivèrent. La maison se remplit de voix, de rires, de vie à nouveau, mais aussi de tension, car Valeria savait que quelque chose clochait. Je voyais dans son regard comment elle nous observait, écoutait nos conversations, tentait de contrôler chaque mouvement. L'odeur du mol que nous préparions emplissait la cuisine. Valeria entrait toutes les 5 minutes, feignant de chercher quelque chose, les yeux aux aguets comme un animal en cage. Cet après-midi-là, en préparant le repas, je réunis mes 3 enfants dans le jardin. Écoutez-moi attentivement, je leur racontais tout à nouveau. Je vis Carlos, mon fils aîné, serrer les poings. Car cette femme et Roberto le savent. Roberto fait partie du problème. Il est tellement manipulé par elle qu'il ne distingue plus le bien du mal. Patricia, ma fille cadette, avait les larmes aux yeux. « Maman, pardonne-nous, nous ne nous en sommes pas rendus compte. Nous vivons si loin. Ce n'est pas votre faute. Valeria est très intelligente. Elle sait comment tout cacher. Mais plus maintenant. » « Que devons-nous faire ?» demanda Laura. « Soyez présents, soyez témoins. Quand le moment viendra, soutenez tout ce que je vais dire. »« À compte sur nous » dit Carlos fermement. « Les 3. » Mais il manquait une pièce clé, ma sœur cadette, Elena. Elena vivait aussi à Monterrey, mais travaillait comme notaire. Elle connaissait la loi mieux que quiconque dans la famille. Je l'appelais ce soir-là. « Béatrice, que se passe-t-il ?»« Ta fille Laura m'a écrit qu'il fallait que je vienne d'urgence. Elena, j'ai besoin de toi. Apporte ton expertise légale et sois témoin de quelque chose qui va tout changer. C'est grave, très grave. »« Je pars demain matin. » Elena arriva dimanche. Elle entra comme si c'était une visite de week-end ordinaire. Valeria la reçut avec un sourire forcé. « Belle-sœur, quelle surprise, je ne savais pas que tu viendrais. »« Famille, profitons que tout le monde soit là pour se voir. » Mais cette nuit-là, dans ma chambre, Elena examina tous les documents préparés par Don Patricio. « Mais c'est solide, c'est Béatrice, très solide. Tu as un cas de fraude familiale, selon l'article 390 du Code pénal, abus financier, appropriation indue. Cela suffit pour porter plainte. Cela suffit pour la mettre en prison si tu veux. » Je retins mon souffle. Je ne veux pas la détruire, je veux juste récupérer ma vie. Alors tu lui donnes le choix. Elle rend tout et s'en va, ou elle fait face aux conséquences légales. Mais il faut être forte, Béatrice, car quand tu lui montreras cela, elle t'attaquera de toutes ses forces. Je suis prête. Et je l'étais, car pendant ces 2 semaines, en plus de rassembler ma famille, j'avais fait autre chose. J'avais récupéré tous les documents importants de cette maison. Acte de propriété, testament d'Ernesto, certificat de propriété, titre bancaire, tout était en sécurité dans un coffre bancaire à mon nom, rien qu'à moi. J'avais aussi un document crucial, un certificat médical récent. Don Patricio m'envoya chez un gériatre de confiance qui fit des tests complets, mémoire, raisonnement, capacité mentale. Le résultat, Madame Béatrice Mendoza, 68 ans, en pleine possession de ses facultés. Aucun signe de déclin cognitif ni de démence. Ce document était de l'or pur. Quand Valeria prétendrait que j'étais sénile, incapable de raisonner, que quelqu'un devait gérer ma vie, j'avais la preuve médicale que c'était un mensonge. La veille de la confrontation finale, je ne dormis pas. Je restais assise sur le lit, regardant la photo d'Ernesto sur ma table de chevet. Mon amour, demain je récupère notre maison, notre dignité, et j'enseignerai à cette femme la leçon qu'elle mérite. Je crus presque entendre sa voix. C'est ainsi, ma reine. Montre-leur de quoi tu es capable. À 7h du matin lundi, Don Patricio arriva chez moi. Valeria le vit entrer et pâlit. « Ah, qui êtes-vous » ? « Patricio Mendoza, avocat. Je viens parler à Madame Béatrice. »« Un avocat ? Pourquoi avez-vous besoin d'un avocat ?» Don Patricio la regarda avec un froid professionnel. « Mot, c'est quelque chose que je discuterai avec ma cliente. »« Où est-elle ?»« Ici !» dis-je en descendant les escaliers, la tête haute. Pour la première fois en 2 ans,
Valéria me vit réellement, pas comme la vieille soumise, pas comme la belle-mère naïve, mais comme ce que j'avais toujours été, la propriétaire de cette maison, la femme prête à tout récupérer, avec le piège déjà en place, et Valéria ignorante qu'elle allait tout perdre. Don Patricio et moi nous assîmes dans le salon. Valéria nous observait depuis la cuisine, feignant de préparer du café, mais ses mains tremblaient. « Si, Madame Béatrice, dit Don Patricio assez fort pour que Valéria entende. J'ai besoin que vous examiniez ces documents et que vous me confirmiez certaines choses. Il sortit un dossier, mais ce n'était pas celui avec les preuves. Pas encore, c'était un piège. Voici l'évaluation actualisée de votre propriété. La maison était estimée à 2 800 000 pesos. Je vis Valéria s'immobiliser en cuisine. Il faut aussi confirmer si vous avez signé un quelconque pouvoir notarial récemment. Non, je n'ai jamais signé de pouvoir notarial. Valéria apparut dans l'encadrement de la porte. Oh, belle-mère, que se passe-t-il ici? Des affaires légales, rien qui vous concerne. Elle tenta de s'approcher. Cela reste une conversation privée entre ma cliente et moi. Pourriez-vous nous laisser un moment? Elle resta figée, puis monta les escaliers, mais je savais qu'elle espionnait depuis là-haut. Parfait. Don Patricio reprit à voix basse. Roberto doit être présent pour la confrontation finale. Quand rentre-t-il du travail? À 19h. Bien, tes autres enfants sont prêts? Moi tous. Laura, Carlos, Patricia et ma sœur Elena. Ils attendent mon signal. Si alors, ce soir, c'est le moment. Don Patricio se leva pour partir, mais dit à voix haute avant de sortir « Madame Béatrice, demain matin, venez à mon bureau pour signer la mise à jour de votre testament. » Je vis Valéria descendre les escaliers en courant dès que Don Patricio eut fermé la porte. Testament? Juste une mise à jour de routine. Mais je vis la panique dans ses yeux. Si je changeais mon testament, tous ses plans s'effondraient. Le reste de la journée fut tendu. Valéria ne me quitta pas d'une semelle. À 17h, Laura, Carlos et Patricia arrivèrent pour une visite informelle. « Si, maman, nous passions par là et voulions te voir. » Elena arriva quelques minutes plus tard. Valéria était nerveuse. Trop de monde, trop de visites imprévues. « Qu'est-ce qu'on fait ?»« Rien, » dit Carlos froidement. « Nous voulons juste passer du temps avec notre mère. » La tension était palpable. À 19h, Roberto rentra du travail. Il sentit immédiatement que quelque chose clochait. « Que se passe-t-il? Pourquoi tout le monde est ici ?»« Precious, nous devons parler en famille. » Valéria se précipita à ses côtés. « Roberto, ta mère a fait venir un avocat aujourd'hui. Ça, elle prépare quelque chose. Il faut protéger mon patrimoine. » Roberto fronça les sourcils. « Protéger de quoi, maman? De qui veut me le voler ?» Le silence fut total, mais je vis une lueur de culpabilité et de doute dans ses yeux, comme si une part de lui savait déjà ce qui allait arriver. Valéria laissa Valéria parler avec ses amis pendant que j'étais assise dans ce coin. J'appuyais sur « Play » à nouveau. La vieille a déjà signé plusieurs papiers sans les lire. Roberto a le pouvoir notarial. Ce n'est qu'une question de temps. « Ce n'est pas vrai !» cria Valéria. « Je n'ai jamais dit ça, si ?» Laura se leva furieuse. J'appuyais sur « Play ». Encore une fois. J'ai presque convaincu Roberto de me mettre en maison de retraite. Elle a une cousine à Querétaro, avec un endroit correct, pas cher. Une fois qu'elle y sera, on vend cette vieille maison, on achète quelque chose de moderne et on garde le reste. 2 800 000 pesos, tu imagines? Roberto se leva en titubant. Je vis la réalité s'écraser sur lui comme une vague. Ses mains tremblaient, son visage avait perdu toute couleur. Non, ça ne peut pas être vrai. Elle ment, cria Valéria. Ah, ces enregistrements sont truqués. Rien de tout ça n'est vrai. Elena posa sur la table les photos des bijoux chez le prêteur sur gage. Les bijoux que tu avais volés. Valéria regarda les photos et sa couleur disparut de son visage. Moi, j'allais les récupérer. Avec quel argent? Carlos posa les relevés bancaires sur la table. Avec les 890 000 pesos que tu as volés à notre mère. Les chiffres étaient surlignés en jaune, impossibles à nier. Transfert, retrait, achats excessifs, tout au nom de Valéria Ramirez. Roberto prit les papiers avec des mains tremblantes. « Valéria, c'est quoi ça ?»« Moi, nous avions besoin de cet argent pour la maison. »« Ah, pourquoi ?» rugit Roberto. « Nous vivons dans la maison de maman, nous ne payons pas de loyer. Pourquoi avions-nous besoin de tant d'argent? Ah, pour notre avenir? Ta mère a plus que suffisant. Ce n'est pas ton argent, » dit Patricia avec dégoût. « Ça n'a jamais été ton argent. » Valéria se tourna vers moi, avec de fausses larmes dans les yeux. « Belle-mère, je voulais juste aider, gérer l'argent correctement.
Aider, je me levai et ma voix résonna dans la pièce. Aider à me voler mes bijoux, à planifier de me mettre en maison de retraite, à dire à tes amis que je suis sénile. Je n'ai jamais dit ça. Si tu l'as dit, Roberto explosa enfin. Je t'ai entendu cette nuit-là, le jour de l'anniversaire de ma mère. Tu étais dans la cuisine avec tes amis, tu as dit qu'elle ne raisonnait pas bien. Sa voix se brisa, je vis des larmes couler sur ses joues. Ses épaules s'effondrèrent sous le poids de sa culpabilité, et je ne fis rien. Il se tourna vers moi, désespéré. « Maman, pardonne-moi. J'ai été un lâche. Je t'ai entendu et je ne t'ai pas défendu. J'ai laissé cette femme t'humilier. J'ai laissé cette femme te voler. » Roberto, non. Si, il s'agenouilla devant moi. « Je suis le pire fils du monde. Je t'ai laissé tomber. J'ai laissé cette femme te détruire. » Valeria tenta de s'approcher. « Roberto, mon amour, écoute-moi. Ne me touche pas. » Il s'éloigna d'elle avec dégoût. « Oh, tu m'as menti, tu m'as manipulé, tu m'as fait trahir ma propre mère. Ah, tout ça, je l'ai fait pour nous. » « Non, tu l'as fait pour toi. Toujours pour toi, pour ton ambition, pour ta cupidité. » Il se tourna vers moi. « Maman, dis-moi quoi faire. Tout ce que tu veux, je réparerai ça. » Je respirai profondément. C'était le moment. « Roberto, il n'y a qu'une seule façon de réparer ça. » Je regardais Valeria droit dans les yeux. « Soit tu rends chaque peso volé, signe un document renonçant à tout droit sur mon patrimoine et tu t'en vas. » Valeria ouvrit la bouche, incrédule. « Soit tu fais face à des poursuites pour fraude familiale aggravée selon l'article 390 du Code pénal fédéral. » Elena sortit un document. Date 3 à 12 ans de prison. C'est ce qui t'attend, Valeria. J'ai déjà consulté plusieurs avocats pénalistes. L'affaire est solide. Valeria vacilla. Non. Ils ne peuvent pas me faire ça. Tu l'as fait toi-même, dit Laura froidement. Et personne ne t'a obligé à voler. Je n'ai pas volé, je gérais l'argent de la famille. Il n'y a pas de famille. Ma voix fendit l'air comme un couteau. Tu n'es pas ma famille. Tu es une voleuse qui a profité de ma solitude. Et c'est fini. Valeria le regarda, suppliant. Ah, ne dis que ce n'est pas vrai, que c'était un malentendu. Roberto la regarda comme si elle était une étrangère. Pars de cette maison. En quoi? Pars, je ne veux plus jamais te revoir. Valeria éclata en sanglots. Non, pas maintenant. Ils ne peuvent pas me faire ça. J'aime Roberto. Tout ça c'est par amour. Tu n'aimes personne d'autre que toi-même. Elena posa les documents devant elle. Signe, ou nous appelons la police maintenant. Valeria regarda les papiers, puis Roberto, puis moi, et vaincue prit le stylo. Elle signa chaque document, les mains tremblantes. Engagement de restitution de 890 000 pesos en 60 jours. Renonciation à tout droit sur la propriété de Béatrice Mendoza. Accord d'expulsion sous 15 jours. Lorsqu'elle eut fini, elle laissa tomber le stylo. Heureuse? Pas encore, mais je suis en paix. Valeria se leva, regarda Roberto une dernière fois et monta les escaliers. Nous l'entendîmes faire ses valises. 1 heure plus tard, elle descendit avec 2 valises. Roberto ne la regarda pas. Un jour, tu regretteras tout ça, vieille. Non, la seule à regretter sera toi quand tu seras seule et que tu réaliseras que tu as tout perdu à cause de ton ambition. Valeria sortit et je fermai la porte derrière elle. Pour toujours. Mais l'histoire n'était pas terminée. Il restait à récupérer ce qui m'appartenait et s'assurer que Valeria tiendrait sa parole. La maison paraissait étrange après son départ, silencieuse, mais pas avec ce poids des 2 dernières années. Le calme était pur, presque libérateur. Roberto resta assis dans le fauteuil pendant des heures. Il ne parla pas, ne pleura pas, il fixait le vide. Mes autres enfants restèrent cette nuit-là. Laura dormait dans sa chambre d'autrefois, Carlos et Patricia dans les chambres d'invités. Et moi, pour la première fois depuis des années, je dormis toute la nuit, tranquille, sans peur. Le lendemain matin, Roberto vint dans ma chambre. Les yeux rouges, gonflés, il n'avait pas dormi. « Maman, je n'ai pas de mots pour te demander pardon. » Je me tins sur le bord du lit, lui donnant l'espace pour parler. « J'ai été un lâche, un idiot, un fils terrible. » « Roberto, non. Laisse-moi te le dire. » Il s'assit à mes côtés. « Papa t'aimait de tout son cœur, te respectait, t'admirait. Et quand il est mort, j'aurais dû être l'homme qui te protège. » Les larmes roulèrent sur ses joues. « Au lieu de ça, j'ai laissé cette femme entrer dans ta vie et te détruire. Je t'ai entendu humilier et je n'ai rien dit. Je l'ai vue te voler et je me suis fait le naïf. Même, j'ai acquiescé quand elle prévoyait de te mettre en maison de retraite. » Il se couvrit le visage de ses mains. « Comment peux-tu encore me regarder, maman? Je ne mérite pas ton pardon. »
Je posai ma main sur son épaule. « Roberto, écoute-moi. » Il leva les yeux. Valeria était intelligente, savait exactement comment me manipuler, me culpabiliser, m'isoler de lui. Mais je suis adulte, j'aurais dû m'en rendre compte. Et toi, tu t'en es rendu compte. Quand ça a compté, tu as choisi de faire ce qui était juste. Tu as chassé Valeria. Tu m'as défendu. Ça compte. Peux-tu me pardonner ? Je le regardais dans les yeux. Je vis l'enfant qui m'apportait des fleurs du jardin, l'adolescent qui me serrait quand il faisait des cauchemars, l'homme qui pleura dans mes bras le jour de l'enterrement de son père. Je t'ai déjà pardonné, mon fils. Mais maintenant, tu dois te pardonner toi-même. Roberto m'enlaça et pleura comme il ne l'avait pas fait depuis l'enfance. Je le tins, car malgré tout, il restait mon bébé. Il était redevenu mon fils. Un après-midi, alors que nous prenions le café dans le jardin, il me dit « Maman, je veux que tu saches que je vais compenser tout ce qui s'est passé. Je travaillerai le double, je t'aiderai pour tout. Et quand tu ne seras plus là... » Roberto, ne parle pas comme ça. Mam, laisse-moi finir. Quand tu ne seras plus là, je veillerai à ce que cette maison, ton héritage, tout ce que tu as construit avec papa soit respecté et honoré. C'est le minimum que je puisse faire. Tu le fais déjà, mon fils, chaque jour. Et c'était vrai. Le Roberto que j'avais maintenant n'était pas l'homme manipulé et faible d'il y a quelques mois. C'était un homme qui était tombé, oui, mais qui avait appris à se relever, tout comme moi. Les bijoux revinrent dans le coffre-fort. Mais cette fois, je changeai la combinaison et seul je la connaissais. Car j'avais appris la leçon la plus dure de ma vie. Ne jamais remettre ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Peu importe combien tu aimes, peu importe combien tu fais confiance, ta vie, ton argent, tes décisions t'appartiennent et personne n'a le droit de te les enlever. Mais l'histoire avait encore un dernier chapitre. 6 mois après avoir chassé Valeria, je reçus un appel inattendu. La vie avait retrouvé un rythme tranquille. Roberto travaillait honnêtement. Il m'accompagnait à la messe le dimanche, nous cuisinions ensemble, nous parlions vraiment, comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. Je reprenais mon club de lecture, mes amis, mon indépendance. La maison redevenait un foyer, puis vint l'appel. C'était un mardi après-midi, je jardinais quand mon portable sonna. Numéro inconnu. « Bonjour, Madame Béatrice Mendoza », une voix de femme formelle. « Oui, c'est moi. Je suis maître Monica Herrera du cabinet Herrera et Associés. Je représente Madame Valeria Ramirez. » Ma main serra le téléphone. « Ah, que souhaite votre cliente ? Elle sollicite une rencontre en personne. C'est urgent. » « Je n'ai rien à lui dire, maître. » « Je comprends, mais je vous assure que ça vaut la peine d'écouter. » Le lendemain, Don Patricio et moi arrivâmes au cabinet de maître Herrera, un bâtiment moderne à Polanco. Valeria était là, mais elle n'était plus la femme qui avait quitté ma maison des mois auparavant. Elle était maigre, trop maigre, avec des cernes profonds, les cheveux en désordre et les vêtements froissés. Elle semblait détruite. Pendant un instant, j'eus presque pitié. Presque. « Madame Béatrice, » dit maître Herrera, « merci d'être venue. Ma cliente a une proposition pour solder sa dette envers vous. Elle paie déjà en plusieurs fois. Oui, mais à ce rythme, il me faudra 8 ans pour tout rembourser. Et je ne peux pas vivre comme ça. » Et tu aurais dû y penser avant. Valeria baissa la tête. « Je sais, tu as raison de me haïr. J'ai été une voleuse, manipulatrice. » Elle pleura véritablement. « Je travaille 12 heures par jour dans un centre d'appel pour payer le loyer d'une chambre minable. Je ne dors pas. Je pense à tout ce que j'ai détruit. Bien, c'est ce que tu mérites. Je sais, mais je te jure que j'ai changé, que j'ai compris ce que j'ai fait, que chaque nuit, je m'en veux. » Maître Herrera posa un dossier sur la table. Valeria avait récemment hérité d'un appartement de sa grand-mère maternelle, évalué à 900 000 pesos. Elle proposait de céder cet appartement en paiement total de sa dette. 900 000 pesos couvraient les 890 000 dus, plus les intérêts et frais légaux. Don Patricio examina les documents. Je regardais Valeria. Pourquoi ne pas simplement vendre et me payer en cash ? Parce que j'ai besoin de clore ce chapitre. J'ai besoin de ton pardon pour pouvoir avancer dans ma vie. Tu n'as pas besoin de mon pardon pour quoi que ce soit. Si j'en ai besoin, ces 6 derniers mois ont été un enfer. J'ai tout perdu, mon mari, ma maison, ma réputation. Mes amis m'ont tourné le dos. Après discussion et vérification légale, j'acceptais l'appartement, mais avec une condition. Valeria devait reconnaître par écrit tous ses crimes et fraudes. Tremblante, elle signa le document. Je, Valeria Ramirez González, reconnais avoir commis fraude et abus financiers envers Madame Béatrice Mendoza.
J'ai mis en gage ses bijoux sans son consentement et retiré 890 000 pesos de ses comptes sans autorisation. Je reconnais ma pleine responsabilité et cédé l'appartement situé à Narbart comme compensation totale de ma dette. La transaction fut finalisée légalement en moins d'1 heure. Et maintenant ? Maintenant, tu t'en vas et tu ne reviens plus vers ma famille. Me pardonneras-tu un jour ? Oh, je ne sais pas, Valéria. Peut-être un jour, mais aujourd'hui non. Je te souhaite de trouver la paix, d'apprendre de tes erreurs et de ne jamais refaire ça à personne. 1 semaine plus tard, l'appartement fut transféré à mon nom. Roberto et moi allâmes le voir. Il était en mauvais état, mais plein de potentiel. « Maman, tu veux vraiment que ce soit à moi ? » « Oui, mais avec une condition, tu le rénoves toi-même. Tu dois le transformer en ton chez-toi. » Roberto travailla chaque week-end pendant 3 mois, rénovant, peignant, réparant. C'était un projet familial. À la fin, l'appartement était beau. Modeste mais accueillant, lumineux. Une après-midi, alors que j'organisais mes bijoux dans le coffre-fort, Roberto entra. « Maman, quelque chose est arrivé pour toi. » Il me tendit une enveloppe, une lettre manuscrite de Valéria. Elle expliquait ses mois de thérapie, son regret, son introspection et sa reconnaissance pour ne pas l'avoir envoyée en prison. Elle terminait. « Merci de m'avoir montré que la dignité ne s'achète pas, ne se vend pas et ne se vole pas. » Je la pliai doucement et la rangeai. Roberto me regardait, curieux. Que dit-elle ? Qu'elle a appris sa leçon, et c'était tout ce dont j'avais besoin pour tourner la page. Malgré tout le mal que Valéria m'avait fait, je voulais croire que les gens peuvent changer, que les erreurs peuvent enseigner, et que les plus grandes chutes peuvent mener à un plus grand redressement. Tout comme moi, 1 an après cette terrible après-midi devant le coffre vide, je me réveille dans ma maison. Ma maison. Les rayons du soleil traversent la fenêtre de ma chambre, les oiseaux chantent dans le jardin, et l'odeur du café préparé par Roberto flotte dans l'air. Je souris, car enfin, c'est la paix. Je me lève et pose mon regard sur la photo d'Ernesto sur ma table de chevet. « Bonjour mon amour. Aujourd'hui est un jour spécial. J'ai 69 ans et ce jour d'anniversaire ne ressemble en rien à celui de l'année dernière. En descendant les escaliers, je découvre le salon décoré de ballons. Mes 4 enfants sont là. Laura est venue de Monterrey, Carlos de Querétaro, Patricia de Guadalajara et Roberto est près de la table avec un gâteau fait maison. « Joyeux anniversaire, maman !» Les larmes coulent, mais ce sont des larmes de bonheur. Tous mes enfants réunis. Laura est la première à me serrer dans ses bras. « On ne voulait pas manquer ton anniversaire, maman. » Plus jamais. Nous passons la journée ensemble, réellement en famille. Nous cuisinons, rions, racontons des souvenirs d'enfance. Plus de tension, plus de secrets, plus de manipulation, juste de l'amour. Dans l'après-midi, Lupita arrive avec les autres dames du club de lecture. Elles apportent des cadeaux colorés, des fleurs et des câlins sincères. « Béatrice, tu es radieuse. » « Oh, c'est parce que je suis libre. Enfin libre. » Le soir venu, après le départ de tout le monde, Roberto et moi nous asseyons dans le jardin, sur les mêmes chaises où Ernesto et moi prenions notre café chaque dimanche. « Guindo, maman, je dois te dire quelque chose. »« Dis-moi, mon fils. » « J'ai rencontré quelqu'un. Mon cœur bondit légèrement. »« Une femme ?» Il semble nerveux. « Ah, elle s'appelle Andrea. C'est une enseignante. Je l'ai rencontrée à la salle de sport il y a 3 mois. Elle est différente. » « Différente ? » « Oui, honnête, simple. Elle travaille dur pour ses élèves, ne se préoccupe pas de l'argent ou des apparences, juste être une bonne personne. » Je souris. J'aimerais la rencontrer. Je sais, maman, mais après Valéria, je ne veux pas me précipiter. Je veux apprendre à la connaître. Et si la relation devient sérieuse, tu seras la première à la rencontrer et ton avis comptera. C'est parfait, mon fils. Nous restons silencieux, contemplant les étoiles. Maman, as-tu vraiment pardonné Valéria ? Je réfléchis un instant. Pardonner ne veut pas dire oublier Roberto, ni que ce qu'elle a fait était juste. Cela signifie simplement libérer le poids de la rancune pour que je puisse vivre en paix. Oh, tu l'as fait ? Oh, la plupart du temps, oui. Certains jours, le souvenir fait encore mal, mais je ne la hais plus. C'est un vrai progrès. Je ne la hais pas, mais j'ai appris énormément de cette terrible expérience. Qu'as-tu appris ? Que le véritable amour ne te diminue pas, il te fait grandir. Qu'un partenaire sincère soutient et ne contrôle pas. Et que je dois toujours écouter mon instinct, car au fond, je savais que quelque chose n'allait pas, j'avais juste peur de l'admettre. Voilà la leçon la plus précieuse. Les mois suivants apportent de beaux changements. Roberto emménage enfin dans son appartement que nous avons rénové ensemble, mais il vient me voir 3 fois par semaine.
Nous dînons ensemble, discutons, partageons des moments précieux. Quand je rencontre Andrea, je comprends pourquoi Roberto est si enthousiaste. Elle a des yeux chaleureux et un sourire sincère. Elle m'interroge avec respect sur ma vie, mes goûts et mes histoires. En partant, je dis à Roberto « Celle-là est une femme bien, mon fils. » Laura, Carlos et Patricia viennent aussi plus souvent. Nous alternons les visites. Un mois, Laura et sa famille, le mois suivant Carlos, puis Patricia. Ma maison est de nouveau pleine de rires d'enfants et de vie. J'ai retrouvé mes routines. Samedi matin, je vais au marché acheter légumes frais, pain sucré et fleurs pour le salon. Le jeudi, je participe fidèlement au club de lecture. Nous lisons actuellement 100 ans de solitude de Garcia Marquez et débattons passionnément de chaque chapitre. Le dimanche, je vais à la messe et allume une bougie pour Ernesto, lui parlant en silence de tout ce qui se passe. Je l'ai fait, mon amour. J'ai récupéré notre maison, notre famille, et je sens d'une manière inexplicable qu'il m'écoute, qu'il est fier. Un jour, 1 an et demi après tous ces événements, je reçois un appel inattendu de l'avocate de Valeria, la licenciée Herrera. Madame Béatrice, je vous informe simplement que Valeria a déménagé à Oaxaca. Elle travaille maintenant dans une école primaire comme assistante administrative. Elle souhaite également vous transmettre un message. Elle reconstruit sa vie, poursuit sa thérapie et pense à vous avec gratitude. Gratitude. Elle dit que j'ai montré que chaque action a des conséquences, que j'aurais pu la détruire légalement, mais que je lui ai donné la chance de se racheter, ce qui l'a sauvée. Je raccroche et reste songeuse. Ni satisfaction, ni rancune. Juste acceptation. Valeria a suivi son chemin, j'ai suivi le mien, et tout va bien ainsi. Aujourd'hui, en arrosant les plantes du jardin, je m'arrête devant le rosier qu'Ernesto a planté il y a 30 ans. Il est en pleine floraison, rouge vif, vibrant de vie. Je coupe une rose et la mets dans un vase dans le salon. En repensant à mon parcours, la femme que j'étais, effrayée et manipulée, et celle que je suis devenue, forte, indépendante, digne. Mes bijoux sont dans le coffre, sécurisés. Mais je n'ai plus besoin d'eux pour me sentir précieuse. J'ai appris que ma vraie valeur réside dans ma force, dans ma capacité à me relever après une chute, à pardonner sans oublier et à préserver ma dignité que personne ne pourra plus jamais m'ôter. Cet après-midi-là, Roberto passe du temps avec Andrea et m'invite à dîner avec eux. Un dîner simple dans un restaurant du quartier, mais rempli de conversations sincères, de rires et de respect mutuel. Je les observe, et je vois Roberto regarder Andrea avec tendresse, admiration et amour réel. Je sais que mon fils est enfin guéri, tout comme moi. Cette nuit-là, de retour chez moi, je m'assieds dans le salon avec une tasse de thé. Je contemple les meubles pour lesquels j'ai tant lutté, les photos de ma famille accrochées au mur, le calme paisible d'un foyer retrouvé. Je pense à toutes les femmes qui vivent ce que j'ai vécu, manipulées, seules, convaincues qu'elles n'ont plus de valeur. Je veux leur dire: il n'est jamais trop tard pour reprendre votre dignité. Vous n'êtes jamais trop vieille pour vous défendre. L'amour familial n'excuse pas les abus. Votre vie, votre argent, vos décisions vous appartiennent. Si quelqu'un vous fait sentir petite, insignifiante ou inutile, éloignez-vous. Vous méritez le respect, l'amour véritable et la paix. Mes bijoux retrouvés brillent dans le coffre, mais leur éclat pâlit face à la lumière que je porte maintenant à l'intérieur. La lumière d'une femme qui est tombée et s'est relevée plus forte. La lumière d'une grand-mère qui a reconquis son royaume. La lumière de Béatrice Mendoza, 69 ans, veuve, mère, grand-mère, survivante, guerrière, libre. Alors que j'éteins les lumières pour dormir, je murmure « Merci Ernesto, de m'avoir appris à être forte, de m'avoir laissé cette maison, de m'avoir aimé si profondément que même après ta mort, ton amour m'a protégée. » Je ferme les yeux et dors en paix, car après la tempête la plus dure de ma vie, j'ai enfin trouvé le soleil. Et ce soleil, personne ne me l'enlèvera jamais.